Lorsqu'on souhaite vendre son entreprise, il est important d'en connaître le processus, de connaître le processus à fond. Et le cœur de ce processus, c'est la négociation. De nombreux colloques ou conférences nous informent en général sur des méthodes de valorisation de l'entreprise ou sur les différentes clauses, les différents aspects juridiques qu'il est important de retenir permettant un bon contrat. Ces aspects sont essentiels, mais le prix assorti des différentes conditions de paiement sera le résultat de la négociation qui sera menée à partir du travail de valorisation. La négociation, c'est le cœur de la transaction de cession de votre entreprise. Pour bien négocier, il faut tout d'abord bien comprendre que vendeurs et acquéreurs ont des approches qui sont assez différentes, vous allez le voir. Et pourtant, ces approches devront se rejoindre pour que la cession se réalise. La manière de négocier, les concessions réciproques auront une importance déterminante et capitale sur la fixation du prix définitif et sur les conditions de la vente. Pour que chacun y trouve son intérêt, y trouve son compte, il faut préparer la négociation en mettant en avant des points inconcédables et des points concédables. On ne peut pas tout avoir. Cette préparation implique de bien comprendre la position de base du cédant et la position de base de l'acquéreur. Le cédant, lui, il prend en compte ce qu'il connaît le mieux. Et ce qu'il connaît le mieux, c'est le passé et le présent de son entreprise, jusqu'au moment de la négociation. Il est tellement habitué aux qualités et défauts de son entreprise qu'il peut ne plus les voir et n'a pas forcément conscience de toutes leurs conséquences. Pour lui, son entreprise, sa société, c'est vraiment son bébé, c'est normal qu'il a élevé et auquel il a consacré toute sa vie. Il va donc baser généralement la valorisation, et ici on ne va pas entrer dans les méthodes de valorisation, mais la méthode simple du cédant, c'est la valeur des actifs, déduction faite des dettes, plus la valeur d'un fonds de commerce, une clientèle, une image de marque, etc. C'est en général le schéma de base qu'il a en tête. N'oublions pas non plus, ça c'est très important, les aspects humains et émotionnels dans le chef du cédant. Vendre l'entreprise, c'est laisser partir son bébé, mais c'est aussi perdre un statut. C'est ne plus voir chaque jour des collaborateurs avec qui on a travaillé 20 ans, 30 ans ou plus. Il est donc essentiel pour le cédant de se préparer aussi sur ces aspects émotionnels. Pour éviter que trop d'émotions, lors des discussions, ça peut arriver, et lors des négociations, que trop d'émotions ne rendent la négociation beaucoup plus difficile. L'acquéreur, lui, c'est différent. Il est uniquement tourné vers l'avenir. Il est intéressé par la clientèle, les compétences, le savoir et le savoir-faire du personnel et l'outil de travail. Sa contrainte majeure, c'est le retour sur investissement de ses fonds propres et des fonds qu'il a empruntés. Il va donc fonder son offre de prix en général sur la capacité de développement de l'entreprise, la capacité à générer des bénéfices pour le rembourser. Pour rembourser l'emprunt. La vente et l'achat de l'entreprise ne pourront se faire que si acheteurs et vendeurs trouvent un point d'entente, leur point d'équilibre entre leurs intérêts respectifs. Quels sont les principes de base de la négociation ? Quels sont les points qui feront l'objet de cette négociation et des discussions ? C'est en général toujours les mêmes. Il peut y en avoir d'autres, mais les points principaux sont ceux dont on va détailler. Votre objectif de vendeur, c'est d'obtenir satisfaction sur le maximum de points, sans pour autant décourager l'acquéreur. La négociation, elle commence très tôt. Dès que le candidat acquéreur a connaissance de l'existence d'une entreprise, a cédé, qui l'intéresse et pour lequel il se manifeste, il va être amené, en tout cas si vous faites appel à un cabinet de transmission, le candidat acquéreur va être amené à signer un engagement de confidentialité. Ce document, c'est un préalable indispensable au début de la négociation. Pas d'engagement de confidentialité, pas de négociation. Parce que le vendeur, à partir de ce moment-là, va communiquer au candidat acquéreur des informations générales d'abord, sans doute, mais de plus en plus confidentielles en fonction de l'avancée des discussions.
Les discussions doivent se faire de manière progressive, en fonction de l'intérêt croissant du candidat acquéreur. Ensuite, le candidat acquéreur va prendre connaissance d'une fiche synthétique qui donne une description assez sommaire de l'entreprise. On va lui communiquer les comptes annuels, les 3 derniers exercices en général des bilans internes, et un dossier de présentation, très important ce dossier, puisqu'il doit bien présenter et expliquer le fonctionnement, les arcanes de l'entreprise. Il y aura aussi visite de l'entreprise par courtoisie, puis pour faire connaissance et se plonger dans le bain. Pas question à ce stade de communiquer des informations super confidentielles, comme par exemple des noms de clients, des procédés de l'entreprise, etc., ni de permettre, évidemment, les contacts avec le personnel, c'est beaucoup trop tôt. L'engagement de confidentialité doit absolument avoir pour objectif la discrétion la plus absolue dans le chef du candidat acquéreur. Il viendra un moment où on va aborder la question du prix. Comment aborder cette question? Alors il me paraît que c'est plutôt au vendeur de présenter son prix et sa méthode de valorisation. Cela montre en effet une bonne préparation, une volonté de poursuivre le processus de vente et surtout, cela permet à la discussion, à la négociation d'avoir comme base le prix du vendeur et pas celui de l'acheteur. Demander à l'acquéreur, à l'acheteur son prix et sa méthode, d'emblée, je dirais, correspond plutôt à un chef d'entreprise vendeur, mais qui est très sollicité et qui n'est pas vraiment préparé à la vente. Comme vendeur, soyez donc prêt à annoncer aussi un prix réaliste, argumenté. Sinon, l'écart entre votre niveau de prix et la première estimation par l'acquéreur sera pour lui tout à fait rédhibitoire. Dans ce cas-là, l'acquéreur se détournera de votre dossier et vraisemblablement vous ne le reverrez probablement plus, même si vous abaissez ensuite votre prix. Lorsqu'un accord de principe commence à se dégager, il importe alors que l'acquéreur émette ce qu'on appelle une lettre d'intention, la LOI. C'est des abréviations anglaises. Cette lettre d'intention devra être acceptée par le vendeur. L'acquéreur voudra souvent être prudent dans sa lettre. Il ne voudra pas trop en dire, il voudra s'engager, mais pas très fort. Comme vendeur, vous devez exiger que cette lettre reprenne les grandes lignes de ce qui sera détaillé dans le contrat final, ou en tout cas que les points essentiels soient déjà quand même repris et engage quand même d'une certaine manière l'acquéreur au moins de poursuivre la négociation de bonne foi. L'acquéreur va demander l'exclusivité, c'est logique et c'est normal, car l'acquéreur va engager des frais de conseil et d'analyse. Il faut prévoir toutefois une date butoir à cette exclusivité, car le vendeur ne peut pas être lié indéfiniment avec ce candidat. À un moment donné, la négociation va aboutir à la détermination du prix. La question du prix comporte 2 aspects. Il y a le montant d'une part, le montant du prix, mais il y a aussi les modalités de paiement qui peuvent avoir un impact très important sur l'issue de la vente. C'est un réel point d'attention pour le vendeur, car l'acquéreur pourrait demander un étalement du prix, un crédit vendeur, voire ce qu'on appelle un earn-out, c'est-à-dire un prix variable en fonction d'éléments postérieurs. Ces demandes sont en général à éviter. Il vaut mieux un prix payé comptant et en une fois. Il faut l'éviter dans la mesure du possible. Le vendeur doit en tout cas examiner cette demande avec ses conseils. Et en tout cas, il faut alors des garanties bancaires à première demande qui verrouillent, je dirais, ce prix, ou d'autres garanties, ou d'autres assurances, je dirais, de paiement pour l'avenir. Qu'en est-il aussi des comptes courants du vendeur? Là, nous pensons qu'il faut exiger le paiement immédiat de ces comptes courants, ou alors une garantie du paiement à terme. Un point très important, exigé en général par l'acquéreur, ce sont les garanties d'actifs et de passifs. L'acquéreur va en effet se protéger contre toute apparition de passifs ou insuffisance d'actifs issus de la gestion du vendeur. C'est logique, mais il faut bien délimiter. En ce qui concerne les garanties de passifs, il faut prévoir une franchise, un plafond et une durée variable selon l'objet de la garantie. Pour les garanties d'actifs, on peut garantir l'existence des actifs, mais pas leur état. Leur état doit avoir été examiné par l'acquéreur dans le cadre de son analyse. Une clause de non-concurrence sera également exigée. C'est logique, mais elle doit être limitée dans le temps et dans l'espace. Et il y aura des conditions suspensives, de crédit, de résultats de l'audit, etc. Vient ensuite les clauses relatives à l'accompagnement, car il est normal que le vendeur accompagne l'acheteur pendant les premiers mois qui suivent la cession.
Mais au-delà d'une certaine durée, il faut prévoir un contrat plus spécifique avec une rémunération particulière du vendeur, en plus du prix de vente. La phase suivante, c'est l'audit d'acquisition, qui pourra parfois mener à des négociations sur la version finale de l'acte de cession. On le voit, la négociation, c'est le lien entre, d'une part, les premiers contacts cédant-repreneur et d'autre part, la conclusion du contrat. Ce lien, cette négociation va transformer la valeur en prix et transformer les premiers contacts en contrat final de cession. La négociation, c'est vraiment le cœur de votre processus de cession d'entreprise. Il est donc essentiel que ce soit le même cabinet, la même équipe de professionnels qui valorise votre entreprise, fasse la recherche des candidats acquéreurs et vous accompagne aussi dans les négociations et qui mette au point les différents contrats. C'est essentiel. Il faut en effet éviter une rupture du processus par l'intervention d'autres personnes, d'autres intermédiaires, qui ne feraient pas partie de cette équipe. Chez Accessio, nous vous proposons cet accompagnement de A à Z, en interne, par notre équipe de financiers, juristes et médiateurs, experts en négociation et transmission d'entreprise.